Bonjour à tous, heu, bienvenue à cette conférence, sur le cloud, cost, hein, comment séparer justement le mythe de la réalité autour des coûts, sur le cloud. Donc on va parler énormément, d'optimisation de coûts, mais aussi, de cost driven design. On va le voir en fait durant cette conférence-là. Donc on va avoir des cas d'usage, hein, des cas, qu'on va pouvoir rencontrer, notamment sur les 4 clouds, AWS, que ce soit Azure, Google Cloud et Scaleway, Elements, bien sûr. Donc voilà, donc moi je viens de Stack Labs, donc Stack Labs c'est une pure player, cloud, donc on fait du conseil, de l'implémentation, on donne aussi des formations sur, pour différents clouds, donc on est certifié, chez certains clouds, donc on est partenaire et on donne des formations certifiantes, sur différentes, technologies. Donc nous on s'appelle des stackers, donc parmi nos valeurs, on a la passion, la technologie, l'excellence. On investit énormément dans la formation et la partie, justement, investissement en R&D, en veille, hein, pour accompagner les clients justement dans une adoption rapide et efficace, hein, sur leur trajectoire justement de transformation numérique. Donc moi c'est Shaban Refes, donc je suis Cloud Adoption Enabler, hein, depuis, quelques années, hein, chez Stack Labs. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est architecture, DevOps, la sécurité, du networking aussi. Il m'arrive aussi d'être tech lead. Donc je suis un gros fan de serverless, donc il m'arrivera de beaucoup en parler, hein, durant cette présentation. Et vu qu'on a l'opportunité de pouvoir se certifier, sur les différents cloud providers, donc je profite, avec Stack Labs pour me certifier, hein, sur ces différentes technos. Donc avant de commencer, donc n'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez, dans les commentaires et du coup je répondrai à la fin, de cette présentation. Merci. Donc on va commencer du coup avec les primary cloud drivers. Donc quelles sont les raisons principales qui poussent, justement aujourd'hui, les cloud providers, pardon, les entreprises à aller, chez les fournisseurs cloud, hein. Donc ça c'est on retrouve énormément, la première raison, c'est, l'amélioration de la scalabilité, hein. Et ça peut être dû justement à une infogérance qui est pas capable de scaler, efficacement ou qui met du temps justement à s'approvisionner en serveur, notamment avec la crise de Covid. On a bien vu que l'approvisionnement était compliqué et aujourd'hui avec toutes les crises qu'on voit sur la chaîne de production justement des serveurs, hein, donc tout ce qui est, semi-conducteurs, et tout quoi, ça fait que ça retarde justement les livraisons et du coup aujourd'hui, hein, ceux qui veulent vraiment être, agiles, et rentrer dans l'innovation et investir, dans ce domaine, hein, ben, en fait, du coup, ils ont besoin du coup d'accélérer leur, leur scalabilité. Donc, on retrouve aussi d'autres raisons comme la réduction des coûts, et aussi l'amélioration de la sécurité, hein. On a bien vu aujourd'hui que, l'efficacité de la sécurité, chez les cloud providers n'est plus à prouver, hein, aujourd'hui. Donc, c'est surtout les entreprises qui sont en on-prem, hein, qui ont pas justement la capacité ni financière, ni humaine justement assez pour pouvoir sécuriser des infrastructures on-prem comme le feraient aujourd'hui des cloud providers de renom. Donc aujourd'hui, ça peut être une bonne raison pour pouvoir aller, hein, sur le cloud. Donc il en existe énormément des raisons pour aller sur le cloud, hein. Chacun a ses propres raisons techniques et métiers bien sûr pour pouvoir y aller. Ce qu'on remarque ensuite, c'est que, parmi les grands challenges que va rencontrer, l'organisation, donc justement, donc dans l'entreprise, lors de la migration, c'est vraiment, se focuser sur des challenges qui vont tourner autour de la sécurité, comment justement améliorer la souveraineté des données, comment et les données personnelles, comment faire en sorte pas de vendor locking, notamment sur la partie business, comment gouverner justement les données, enfin si on a de la compliance, si on a à respecter, si on a de la classification de données, tout ça. Donc en général autour de la gouvernance des données et de la sécurité. Donc on va investir énormément de temps et de budget, humain et financière justement pour pouvoir, répondre à ces justement à ces challenges-là.
Et ce qu'on remarque, c'est que les coûts justement, ils passent, par la suite en sixième position, beh, c'est normal en même temps parce que les coûts, on voit pas encore le trafic de la prod et à ce moment-là, ben, on n'est pas sur des coûts énormissimes, lorsqu'on est sur, une migration, un développement, sur un environnement de développement par exemple, voire même jusqu'à la pré-prod, quoi. Sauf qu'on se rend compte vite, lorsqu'on commence à mettre en prod, c'est que, ben, enfin, tout ce qu'on a, construit et exécuté, du coup et qui s'exécute aujourd'hui, qui tourne, hein, sur le cloud provider, ben, en fait, au final, on va le payer une fois qu'on est sur la prod et là, pour la cinquième année consécutive, hein, donc le cost savings est parmi les top priorités une fois qu'on a mis, nos workloads en prod. Ça veut dire que, voilà, toutes les applications tournent aujourd'hui sur la prod, ça fonctionne bien. Par contre, ça coûte cher par rapport à ce qu'ils avaient estimé, notamment généralement ça c'est ce qui se passe. On est parfois surpris en fait par le coût que ça fait avec le workload de prod. Et par contre, ce qu'on remarque, l'année dernière, c'était à 73, qu'aujourd'hui ça a baissé à 61, donc c'est un peu une preuve comme quoi, en quelque sorte, que les entreprises ont pris au sérieux justement toute la partie FinOps, l'optimisation des coûts. Donc il y a beaucoup de choses qui qui ont été faites en fait, durant ces dernières années. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, ben, du coup, les entreprises continuent à mettre des workloads, hein, sur le cloud, à pusher des workloads sur le cloud. Donc la tendance n'a pas baissé et il peut y avoir bien sûr, hein, d'autres challenges, hein, qui existent, hein, une fois qu'on est en prod, autour de la CI/CD, de la sécurité, du cloud first, hein, pouvoir sortir de leur infrastructure on-prem et cetera. Alors et du coup, là, qu'est-ce que du coup on s'attend en fait, comme on a vu au début, que parmi les premières raisons, c'est justement la réduction des coûts. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi justement, le fait d'aller sur le cloud, ben, ça coûte pas moins cher au final, pour une entreprise? Quelle pourrait être la raison principale, justement de cela? Et ben, pour CloudCheck justement qui est une plateforme justement de monitoring des coûts, heu et ben, c'est la transition. Donc la transition d'un ancien monde, donc on va le voir plus loin, donc d'un ancien monde, où, on va faire dans le CAPEX, où on a l'habitude justement, d'attendre des déploiements, sur plusieurs mois, voire, des déploiements prod, sur une année et là, en fait, on va rentrer dans une culture cloud où c'est plus agile, aussi plus possible justement d'avoir des serveurs à la demande très rapidement et en fait, où on a l'impression que les possibilités sont à l'infini et ce qui fait, en fait, c'est un changement de culture qui peut du coup impacter, par la suite, les coûts indirectement, voire parfois directement. Donc on va voir parmi les principales raisons. Donc, les principales raisons justement, de cette transition, c'est, d'un échec de transition, c'est par exemple les stratégies de migration. Quelle est la migration qu'on a choisie, on est allé, sur un cloud provider, hein. Donc, parfois certains demandent pour des raisons business de devoir aller, de faire un lift and shift rapide, hein. Par exemple, si une société, elle a ouvert un marché, en dehors de France, par exemple en Amérique du Sud, à ce moment-là, elle va aller sur un cloud provider qui a une région, en Amérique du Sud pour pouvoir atteindre le client au plus près et ne pas avoir des problèmes de latence, par la suite, entre la France et l'Amérique du Sud. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles certains, vont du coup faire du lift and shift directement pour répondre à un besoin client urgent. D'autres préfèrent faire du lift and shift pour être sûr que ça fonctionne, et que du coup, pour s'assurer en fait d'avoir déjà les pieds sur le cloud avant d'entamer une transformation, par la suite. Et il y en a d'autres en fait qui rencontrent par exemple qui se font, hem, qui ont été victimes par exemple de rançon logiciel ou ransomware pardon ou tout autre, type ont été piratés ou hackés et du coup à ce moment-là, ils vont aller essayer de migrer rapidement sur notre cloud provider en lift and shift. Et essayer en fait de sortir justement des griffes, de la partie on-prem, voire même en fait se déplacer. Il y en a certains qui se déplacent d'un cloud provider à un autre, hein, ça peut arriver aussi. Et parfois en fait on a aussi, de la replatforming, ça on va le voir énormément lorsque on veut déplacer une base de données, hein, qui est en on-prem vers un service managé, qui offre le même service de base de données, de serveur de base de données, ou par exemple on a des applications qui tournent sur Docker, donc sur le runtime Docker, ben, du coup, on va les mettre sur un orchestrateur par exemple Kubernetes, orchestrateur de containers et voilà, donc ça c'est un replatform, hein, que j'ai beaucoup rencontré, qui est beaucoup utilisé et en fait, c'est la dernière partie, c'est la partie hierarchy donc la partie hierarchy c'est la plus rare, hein,
Il est rare qu'un client, démarre, en re-architecting, en fait. C'est-à-dire, il était sur un monolithe en on-prem et il va casser tout son monolithe pour en faire des fonctions serverless, par exemple, ça c'est très rare. Je l'ai pas encore rencontré personnellement. Par contre, j'ai rencontré des clients qui démarrent, sur le cloud sur du from scratch, mais pas sur de la migration, quoi. Donc, là, pour tirer un peu, en fait, voir un peu de différence entre les différentes stratégies de migration, ben, du coup, effectivement, un lift and shift, il est plus rapide, hein, l'effort en temps et en coût, donc, là, quand on parle en coût, c'est pas seulement cloud, mais aussi en coût humain. Ben, du coup, c'est plus rapide à mettre par rapport à un replatforming, hein, qui va coûter, beaucoup plus de temps, pour pouvoir y arriver. Et à côté, entre la replatforming et l'architecting, ben, du coup, on a un peu plus de temps justement pour la partie re-architecting forcément, surtout si on veut passer vers du serverless. Et par contre, en fait, par rapport au coût justement, ben, vu que le rehosting, donc la partie lift and shift, on peut moins l'optimiser, c'est-à-dire qu'on va subir les coûts. Donc c'est-à-dire que toute la dette technique qu'on aura à lift et shifter, d'un environnement à ce nouveau environnement, et ben, du coup, on va pas pouvoir optimiser les coûts, parce que justement, il y a moins de possibilités de manœuvre, avec la partie lift and shift. Et là, on retrouve la même chose avec la partie replatforming, contrairement à la partie architecting où, du coup, on a la possibilité d'optimiser, énormément. Il y a aussi le Cloud Adoption Framework, hein. Beaucoup d'entreprises justement ignorent, cette partie-là. Donc, ça, ce Cloud Adoption Framework, donc c'est un document, hein, qui est fourni, par chaque cloud provider, hein, par les principaux cloud providers, justement pour pouvoir, heu, créer une acculturation en fait, au niveau de l'entreprise, donc qui va toucher justement toutes les entités, de l'entreprise. Donc, par exemple, Google Cloud, il le définit en 4 thèmes et 3 phases. Donc la partie tacticale, hein, donc, stratégique et transformationnelle, et on va prendre en compte, des thèmes différents. Donc la partie learning pour l'apprentissage, pour la montée en compétences, la partie lead, donc ce qui va concerner la partie sponsorship au niveau exécutif, et la partie scaling justement en prenant en compte, plein de services justement, qui vont pouvoir scaler l'infrastructure, par exemple la partie CI/CD, la partie infrastructure as code, qui vont permettre d'aider à cela, et la partie sécurisée, notamment la partie zero trust, notamment la partie, tout ce qui va concerner les private networks et tout ça. Donc tout est expliqué, hein, au travers ce Cloud Adoption Framework. Et on retrouve la même chose sur Azure, hein, par exemple, en plusieurs étapes, hein. Définir la stratégie, planifier, déterminer à quel moment on est ready pour la migration ou pour l'innovation si on part du from scratch, et tout en gardant un œil sur la partie gouvernance et gestion justement, et la maturité justement opérationnelle. Et enfin la partie Amazon Web Services, hein, qui voit cela comme étant 6 perspectives en prenant en compte toute la partie métier, les personnes, les parties prenantes, la gouvernance, la plateforme, la sécurité et toute la partie opérationnelle. Voilà, et puis il y a aussi d'autres raisons, hein, qui à cela, c'est la partie CAPEX, OPEX, hein, beaucoup avaient la vision, CAPEX justement, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quand ils vont estimer les coûts, sur le cloud, ben, ils vont prendre ça sur une année, ils vont essayer de faire une estimation sur une année, genre en reprenant justement le mindset de CAPEX où on essaie d'évaluer le coût en fait, à l'avance, hein. Là où l'OPEX en fait, vraiment le coût, il va être à la demande, hein, donc c'est à l'usage. Donc ce mindset-là, même surtout celui qui va être impacté le plus, c'est la partie, notamment achat. Bah, ceux qui vont payer la facture au final, c'est eux qui vont complètement être perturbés avec des factures qui seront totalement, différentes, entre chaque mois, et ça peut perturber effectivement l'organisation. Donc il y a vraiment besoin d'acculturer justement cette partie-là d'achat, au sein d'une entreprise pour qu'elle puisse en fait comprendre, qu'elle ait accès justement aux outils, qui pour pouvoir justement reporter et s'assurer qu'il y ait pas de consommation de budget qui va dépasser, et du coup, où l'entreprise pourrait se retrouver en danger. Et puis il y a la partie, résultat court terme versus, une vision long terme, hein. Tout dépend, comme je vous ai dit, plus tôt, hein, c'était, est-ce que justement on va sur le cloud provider pour répondre à un besoin métier, mais genre pour avoir des résultats court terme très rapides, ou est-ce qu'on a vraiment une vision long terme vers le cloud first et tout ça? Et ça peut impacter notamment la stratégie de migration, mais aussi la façon de travailler, et aussi le temps qu'on va le le temps qu'on va mettre à monter en compétences, et toute la partie qui va être dédiée à l'innovation. Donc ça va impacter justement, ce choix-là entre les 2
peut impacter du coup par la suite sur les coûts, hein. Parce que forcément plus on va vite, plus du coup on va pas optimiser et ce qui fait que du coup ça se répercute, sur les coûts cloud. Et puis pour finir la partie, cost driven design donc, est-ce que du coup, notre développement, notre architecture, elle a été drivée par les coûts, hein, tout simplement? Est-ce qu'on a conçu justement notre architecture de façon à optimiser les coûts, par la suite? Donc on en parlera plus loin. Donc durant cette conférence, on va être accompagné par Zshop, hein, Zshop qui est une entreprise e-commerce, et du coup qui a fait un lift and shift, de leur applicatif, vers, du coup un cloud provider. Donc ce qu'on remarque du coup, quand ils ont mis quand tout ce qui a été mis quand l'applicatif s'est retrouvé en prod et tout ça, ben, en fait, on a remarqué une nouvelle activité qui a commencé. Donc, Zshop a remarqué cette nouvelle activité qui est le cost management. Donc, du temps est alloué justement à la gestion des coûts. Ce qui est avant en fait, en fait, on s'occupait plus de la sécurité des applicatifs. Enfin, quand on prend, la sécurité devient primordiale et au lieu en fait de faire, ces activités-là, ben, du coup, on se tape du coup le cost man le la gestion des coûts et celui justement qui va être face à la gestion des coûts et à l'optimisation éventuelle, ben, c'est forcément l'architecte, hein, parce que c'est lui qui a architecturé, et qui a défini le plan de migration et cet architecte justement, c'est Alice, hein, qui va nous accompagner durant, cette présentation donc, qui va faire en sorte justement d'optimiser les coûts donc elle a été chargée, par cela par son CEO donc on va essayer d'explorer tous les outils qui permettent de monitorer les coûts, de surveiller les coûts, et aussi, de pouvoir en fait voir quelles auraient été les meilleures solutions pour pouvoir, optimiser les coûts et aussi voilà toute la partie cost driven design, et puis voilà, quels sont du coup les best practices, les patterns qu'il faut suivre, hein, à l'avenir, hein, pour pouvoir être sûr, de ne consommer que ce dont on a besoin. Donc quand elle a commencé à explorer la partie cost driven design, donc elle s'est dit: «Bah, OK, bah, en réalité, la partie cost driven design, là, ce qui est à prendre en considération, si on veut être drivé par les coûts, c'est vraiment, considérer, 4 éléments». C'est la partie, donc les objectifs métiers, la disponibilité, la maintenabilité et justement, ben, que les coûts, soient faibles. En tout cas, correspondent justement à ce qu'on a besoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si on veut répondre à un besoin métier, ben, en fait, on peut se contenter, de ressources, classiques, hein, donc pas d'autoscaling, par exemple, pas de besoin de maintenabilité énorme, donc on peut aller en prod rapidement. Mais par contre, ce qui fait ce qui si on fait ça, ben, du coup, ça effectivement, ça va pas être trop cher. Par contre, on va devoir sacrifier la haute disponibilité, la maintenabilité, tout ça. Et c'est pour ça que c'est justement ces objectifs-là peuvent être, peuvent se concurrencer entre eux et affecter du coup par la suite les coûts. Donc, c'est quand ces 4 éléments-là, on va toujours essayer de trouver un équilibre, entre eux, et de pouvoir s'assurer, ben, du coup que les objectifs métiers restent disponibles, restent là quoi, enfin soient atteints, tout en étant hautement disponibles dans le cas d'un changement de trafic, et qui soient maintenables, hein, pour pouvoir évoluer, faire évoluer le produit et du coup coûter, avoir un coût du coup, qui soit acceptable, par l'organisation. Donc Alice, c'est en fait en faisant des petites recherches, hein, pour pouvoir répondre à tout ce qui est cost driven design, donc c'est la partie, outillage, donc elle a trouvé énormément d'outils et parmi, ceux qui sont les plus remontés en fait, justement dans la recherche, hein, c'est Embotings, Flexera et cetera. Bon, c'est des outils qui sont plus adressés aux grandes organisations, mais elle a jeté quand même un œil donc en voyant que ces outils-là, ils font des recommandations, des conseils, hein, ils font aussi du monitoring, ça arrive aussi. Donc des différents conseils sur le life cycle, comment, est-ce que du coup, par exemple, ces instances, elles peuvent être en réserve et comment utiliser le savings plan si on est sur AWS. Quelles sont du coup, par exemple, les instances, auxquelles on peut, rajouter un autoscaling, faire des modifications justement sur la configuration possible. Comment bien sizer en fait, ces containers et tout ça, les ressources des containers.
Donc tout ça, en fait, l'architecture, le tracking et tout ça, donc c'est expliqué, hein, sur ces différents outils. Donc il vous ex i c'est bien défini, c'est bien documenté aussi. Donc si vous êtes une grande organisation, ça, ces outils-là, ils peuvent répondre à un besoin très global et donc voilà. Ensuite, il y a la partie monitoring, donc ça, c'est des outils un peu plus, un peu moins, je veux dire, un peu moins connus, mais qui sont très utilisés, quand même si on veut faire du monitoring. Donc c'est CloudCheck, Cloudability, Citivity, hein, qui est une startup, toulousaine, donc ils vont faire essentiellement du monitoring en se basant sur les API, de billing, hein, des différents, cloud providers. Et si du coup on veut pas s'engager sur des licences, sur des licences, ben, du coup logiciel SaaS et tout ça, donc on a aussi du coup la pricing pages, hein, pour pouvoir estimer nos coûts. On a aussi les calculettes, hein, les calculettes pour pouvoir, faire notre estimation, enfin en sélectionnant les bons services et les bonnes configurations. Ou on a du coup, des services tierces, hein, donc développés par la communauté pour pouvoir, justement estimer ces coûts, les instances EC2, des lambda et cetera. Et puis voilà, sinon les bonnes pratiques, hein, enfin moi je reprends sur le code Guru auquel je suis abonné, donc c'est là où on retrouve un ensemble, pour chaque cloud provider, un ensemble de chapitres, hein, sur les coûts, comment contrôler justement ces coûts, hein, sur chaque cloud provider. Donc si vous avez un compte, sur Cloud Guru, hein, je vous recommande, vivement de les visualiser. Donc on va essayer en fait de comprendre justement, la facturation. Donc c'était il fallait qu'elle passe par là, Alice, il fallait qu'elle ouvre du coup le billing. Elle essaye de comprendre pourquoi justement, suite à leur lift and shift, ben, les coûts du coup, ben, ça coûte cher en fait, par rapport à ce qu'ils pensaient que ça allait coûter. Donc en fait, ce qu'on va remarquer, dans la facturation, hein, des cloud providers, c'est qu'en général, on a deux types de facturation, une facturation dans le temps et une facturation sur la consommation. Donc, facturation sur le temps, bah, c'est combien du coup notre ressource a été exécutée pendant combien de temps et combien elle a consommé durant cette période de temps. Donc ça peut être, différentes métriques, ça peut être la CPU, la mémoire, le transfert de données, le nombre de requêtes, hein, la data qui a été, sauvegardée, et parfois il y a des services qui ont les 2. Par exemple les fonctions. Des fonctions lambda, du coup on va se baser sur ces 2, sur le temps et la consommation pour calculer le coût final. Donc à titre d'exemple, justement, on va prendre Netflix, ben, le Stranger Things, du coup, la saison 2, donc elle a été encodée en 8K. Donc les 9 épisodes ont été encodés en 8K, et les sources de fichiers, c'est des térabytes de données. Donc chaque saison, c'était, 190 000 CPU, heures CPU, à encoder, par heure, et du coup, ça faisait, l'équivalent, de 2965 M4 16X large par heure, ce qui coûterait 9 500 dollars par heure pour Netflix pour pouvoir encoder, un épisode, justement, un épisode, 8K. Donc ils n'avaient pas intérêt trop à faire enfin leur batch n'avait pas intérêt à trop, se planter, pour éviter, hein, des coûts faramineux, quoi. Donc Alice aussi, elle s'est dit: «OK, ben, si on avait pris un autre type enfin un autre cloud provider, est-ce que du coup, ça nous aurait coûté moins cher nos instances?» Donc en fait, ce qu'elle remarque, c'est que, ben, peu importe le type d'instance, en fait, le coût peut varier. Il y a pas réellement un cloud provider qui est, qui est moins cher ou plus cher que l'autre, enfin clairement moins cher ou plus cher que l'autre. Qu'on soit en du on-demand ou en instance réservée, ben, du coup, ça peut varier fortement, en fait, que ce soit du upfront ou pas. Ça peut varier, effectivement. Donc tout dépend justement de l'optimisation des coûts, ne va pas se faire via le choix du cloud provider réellement, mais vraiment comment on va utiliser, ce cloud provider pour optimiser nos coûts. Du coup, Alice, en fait, elle a essayé de voir d'un autre point de vue, comment les coûts, en fait, sont répartis, et comment, en fait, elle a essayé de voir autrement, les coûts. Donc en fait, ce qu'elle a compris, c'est qu'il y avait des coûts qui étaient visibles, hein, donc c'est ceux justement qu'elle pensait que ça allait, enfin qu'elle avait déjà prévu à l'avance, hein, c'est les coûts, de leurs instances, les types d'instances, le type de volume. Donc elle savait à l'avance que du coup leur applicatif allait coûter tant d'argent. Par contre, ce qu'elle n'était pas capable d'estimer à l'avance forcément, c'était tous les coûts opérationnels, hein, les coûts,
qu'on ne voit pas en fait, qu'on va voir une fois qu'on a la facturation. Donc c'est toute la partie storage, donc on ne sait pas à l'avance combien on va stocker de données, hein, parce que si forcément Zshop c'est une entreprise e-commerce, donc enfin qui fait dans l'e-commerce, ça veut dire qu'elle est en internet facing, donc accessible extérieur, donc on ne peut pas savoir à l'avance combien de requêtes vont être faites, combien de données vont être transférées, quelles sont et du coup les requêtes SQL par exemple qui vont être, enfin donc du coup avec les si on a si on a un volume, donc un disque sur lequel en fait on va faire des entrées-sorties, donc les requêtes, utilisateurs et aussi l'autoscaling, on ne sait pas combien ça va monter, selon la charge, du trafic, combien de fois justement on va créer de nouvelles instances en faisant du scale out ou en faisant du scale up en augmentant justement le size, hein, de l'instance. Donc qui fait que du coup on se retrouve avec des coûts cachés, des coûts qu'on ne pourra pas voir à l'avance. Donc pour pouvoir en fait, résumer cela en un schéma, c'est ben, du coup le coût obligatoire. Donc le coût obligatoire, ben, en fait, ici dans cet exemple-là, on a une petite architecture, GCP sur lequel on a le no cloud function, sur lequel on a no cloud function à gauche. Donc ici ensuite on a nos services intermédiaires ici. Donc, qui vont recevoir qui vont recevoir le trafic des Cloud Functions. Non, mais là, on est sur une architecture complètement serverless, donc on ne perd rien tant qu'il y a pas d'app tant que la Cloud Function n'a pas appelé n'a pas laissé de message sur le Cloud Pub Sub, ben, du coup, on n'a pas de trafic par la suite, ni aucune donnée qui est stockée. Une fois qu'on a, des coûts, une fois qu'on a justement, une fois que ces Cloud Functions sont exécutées, ben, ce qu'on remarque, ben, du coup, c'est les coûts ont commencé à se distribuer par la suite, sur les différents services. Et point d'attention ici sur lequel on va revenir, mais vraiment à la fin de la présentation, c'est que, ben, celui qui a créé le coût, en fait, donc les Cloud Functions, ben, en fait, ça coûte pas grand-chose. Par contre, ce qu'on remarque, ben, du coup, tout ce qui va venir après, ben, ça va coûter par la suite. Donc en fait, celui qui a créé le coût en réalité, ben, au final, ça lui coûte pas cher en fait la facturation sur ce service. C'est vraiment le résultat justement, de ce coût-là vers la fin qui a coûté. Donc après une petite recherche justement, Alice, a essayé de catégoriser le type, justement d'utilisation. Donc, elle a essayé de voir justement, est-ce que du coup on est un client, cloud, sur lequel on va consommer énormément sur du storage. Donc notamment les clients qui consomment énormément sur du storage, par exemple, c'est ceux qui sauvegardent, ben, qui stockent énormément d'images, par exemple satellites, ou qui ont besoin de stocker énormément de logs, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont, qui ont besoin de garder une certification, donc ils ont besoin d'auditer toutes les activités, tout ça, donc ils génèrent énormément de logs qui fait que, ben, ça consomme enfin ça facture énormément sur les coûts. Donc il y en a aussi qui ont dans le métier, c'est un data lake, et à ce moment-là, bah, du coup le coût va se concentrer, sur la partie storage. Il y en a aussi que dans le coût va se concentrer sur la partie compute, hein, notamment les SAP qui vont consommer énormément, de compute. Donc par exemple, si on mire sur de l'EC2, ben, du coup, sur de l'Amazon EC2 ou sur du Compute Engine, et ben, du coup, ça va consommer énormément. Donc il faudra des instances enfin, avec énormément de RAM et de CPU, c'est ce qui va coûter le plus cher. Ou des Elasticsearch, dans le métier dépend, d'Elasticsearch, ou dans le métier dépend d'une base de données Graph, donc il y a énormément d'interactions avec cette base de données. Ou certains dans le métier, bah, en fait, ça demande énormément de traitement en big data, donc avec différents ETL, ou dans le métier, ils dépendent du machine learning, hein, construction de machine learning, de façon constante, ce qui fait que du coup le coût va se concentrer sur ça. Il y en a certains justement leur base de données, bah, qui était on-prem, elle n'est pas supportée en service managé, donc ils vont mettre ils vont gérer leur propre database, qui fait que du coup cette database-là, vu qu'elle n'est pas optimisée comme un cloud provider l'optimise, ben, du coup ça va leur coûter cher, que ce soit une database ou un NFS, quoi. Et d'autres en fait dans le métier dépendent justement de services managés, hein. Par exemple, il y a des entreprises qui dépendent par exemple de Google, Cloud Dialogflow, hein, pour faire du chatbot. Il y en a d'autres qui vont dépendre, par exemple, de services IoT, d'analytics, hein, et qui dans le cœur, en fait, c'est le cœur du métier, et ils vont dépendre en fait de ce service-là.
Et il y en a d'autres en fait comme Alice, hein, donc qui où leur application internet facing, donc c'est tout le trafic en fait qui va créer le coût. Donc tous les données qui vont sortir, hein, ils vont créer un coût, qui peut être, hein, conséquent, hein, si on a plein de vidéos à faire sortir, et qu'on n'optimise pas bien avec du CDN. Donc tout dépend en fait comment on utilise, les services qui sont fournis par le cloud provider, ou quand on a des transferts entre les régions, si on a un e-commerce international, ce qui est le cas aussi de Zshop, ou si on est sur un cloud hybride, hein, où on a besoin d'échanger constamment avec un autre cloud provider si on est dans une multi-cloud, ou avec un environnement on-prem. Donc l'échange va faire que du coup, on a énormément, heu, de coûts sur le trafic. Donc Alice ayant compris que c'était un client, cloud, de type network, bah, à ce moment-là, elle s'est dit: «Ben, du coup, je vais aller voir sur CloudWatch, enfin, je vais voir en fait qu'est-ce que font les autres, lorsqu'ils veulent justement, monitorer, ben, les coûts, de transfert de données». Donc ce qu'elle a remarqué, c'est que, ben, les entreprises à 56, et ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de CloudWatch, hein, donc CloudWatch Insight, sur lequel, par exemple, on va venir, effectuer des requêtes, hein, sur des VPC Flowlog, hein, si on les a activés. D'autres vont utiliser des solutions commerciales, hein, comme celles qu'on a citées, plus tôt. D'autres ne savent pas, en fait, comment le faire, donc en général, ils subissent, quoi. Voilà, et d'autres vont traquer les informations directement sur un spreadsheet, hein, qui est en exportant le billing, quoi. Et qu'elle du coup et en fait, ce qu'elle remarque aussi, c'est que, ben, du coup, elle a des instances en fait dans les autres environnements, en analysant, l'organisation, de l'organisation cloud. C'est qu'il y a il y a encore, au jour de son analyse, hein, il y a encore des instances sur les autres environnements de non-production qui sont allumées et qui servent à rien, quoi. Et effectivement, hein, 35, comme le remonte Redsky, hein, c'est que 35 justement des ressources ne sont pas utilisées sur le cloud. Et du coup, c'est du gaspillage en coût cloud, mais aussi en ressources, hein, et du coup, de l'émission de CO2 pour rien, quoi. Et de la consommation d'énergie inutilement. Donc voilà, donc ce qu'elle retire surtout, Alice, de cette analyse-là, c'est que vraiment, la culture, justement, du coût, enfin la culture de coût est importante, et notamment les comportements. Parce que justement une culture, ça va consister avec les attitudes et les aptitudes de chacun justement, au sein de l'organisation, pour pouvoir justement, améliorer le business en lui fournissant, justement des services les moins coûteux possibles, mais qui continuent à répondre aux objectifs business. Donc, notre entreprise, donc, pour pouvoir adopter justement, cette culture-là, ben, du coup, ce qu'a pensé du coup Alice, c'est qu'il faudrait que toute l'équipe, d'engineering, hein, ceux qui développent les applicatifs, ils aient accès aux ressources, je veux dire toute la facturation, pour que les développeurs sachent en fait combien ils consomment, hein. Sur le cas des combien ça coûte justement le développement, combien il coûte et comment ça évolue, dans l'objectif de pouvoir justement améliorer, l'architecture pour optimiser les coûts. L'équipe de finance, elle a besoin justement d'accéder à des outils de reporting, donc Alice, va essayer d'en trouver un qui va être facilement utilisable par l'équipe de finance, donc les achats, et pour pouvoir, prévenir de tout, excès de budget, hein, qui serait lié au coût cloud. La partie opérationnelle aussi, forcément, tout ce qui va concerner le Ops, tout ce qui est centralisation des logs ou gestion du monitoring, donc tout cet outillage CI/CD, tout ça, ben, forcément, ça va demander des outils, qui fait que le coût justement, il doit être optimisé aussi à ce niveau-là. Donc il y a besoin d'avoir un S, hein, que Alice va devoir faire, hein, au sein de l'équipe opérationnelle. L'équipe aussi business, elle doit aussi prendre en compte, le retour sur investissement, hein, notamment sur les coûts cloud en fait qui ont été, investis. Donc elle doit vraiment prendre en compte la balance, entre le partie business et coûts, hein. Forcément, si une, si, une fonctionnalité business qui a pas beaucoup de valeur métier, mais qui coûte cher, faudrait que le coût justement, influence, le choix notamment des business, hem, le choix des business, quoi. Et enfin la partie exécutif, hein, qui doivent prendre en compte les impacts des coûts, hein, au niveau de l'organisation et au niveau de sa stratégie.
Donc voilà, et puis, du coup, il y avait il y a un document justement qui est intéressant, qui est fourni par AWS, hein, dans le framework Well-Architected, dans le Well-Architected Framework, hein. C'est le pilier justement d'optimisation de coûts, et ce qui est intéressant, c'est que, ben, justement l'objectif, de l'optimisation des coûts, comme c'est défini dans ce framework, c'est de passer en fait, plutôt, d'un paiement à l'usage vers un paiement au besoin. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de pouvoir utiliser uniquement les ressources cloud dont on a besoin, pour répondre à un besoin métier au faible coût. Donc voilà, donc, donc je vous ai mis la liste, enfin, je vous ai mis un ensemble de bonnes pratiques, hein, qui sont définies dans ce framework-là, dans ce pilier-là. Bon, il faudrait complètement une présentation, de 45 minutes pour pouvoir vraiment, expliquer, tous les fondements, mais en tous les cas, tous les points Heu, sont présentés ici. Donc, voilà, donc ils vont parler énormément de right sizing, de comment utiliser comment et quand utiliser les services managés, comment bien approvisionner, ses ressources, comment bien monitorer, améliorer tout ce qui va concerner, ben, les coûts, comment bien les mesurer, et améliorer justement, la visualisation des coûts. Comment du coup, classifier justement son usage, hein, notamment si par exemple on a des instances qui doivent se lancer, uniquement à certains moments de la journée, ou uniquement dans une plage horaire, donc vraiment déterminer cela et classifier justement ces applicatifs. Voilà, donc ça c'est expliqué, hein, pour pouvoir matcher vraiment la demande, quoi. Et puis, on a aussi la partie usage et expenditure. Donc, ça, c'est tout ce qui va concerner la gouvernance, le tagging, bien attribuer pour pouvoir dans l'objectif de pouvoir bien attribuer les coûts, et de pouvoir mieux les visualiser, sur la partie billing de facturation. Notamment si, par exemple, on a un compte ou un projet, cloud sur lequel, en fait, on a plusieurs environnements ou on a plusieurs équipes. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir classifier et pouvoir faire des refacturations si c'est nécessaire. Voilà, donc ça, c'est expliqué, ces différentes étapes sont expliquées, au niveau du pilier, d'optimisation des coûts de AWS, donc qui est très intéressant à lire, hein, dès qu'on est sur AWS ou même sur un autre, cloud provider, hein, parce qu'il reste quand même générique. Donc on va prendre un cas d'usage, hein, qui est similaire à ce qu'avait Alice. Donc c'est pour un peu revenir en arrière. Donc, Alice justement a mis en place, l'architecture, hein, en sans lift and shift. Donc elle avait mis ses applicatifs, sur Amazon, EC2. Donc voilà, donc elle avait un EBS, hein, sur lequel elle avait, certaines des données qui pouvaient pas être sur un service managé. Donc du coup, par la suite, donc, elle utilisait une base de données relationnelle pour pouvoir stocker les informations de ses utilisateurs, donc voilà, avec CloudWatch. Et ce qui se passe, c'est que, ben, du coup, les coûts opérationnels, dès qu'il y a eu, ben, du coup, le premier PO qui a Product Owner, qui a commencé à faire les tests, ben, à ce moment-là, ça a commencé à générer des coûts, hein. Donc, en revoyant la facture, on a pu revoir, en fait, justement, l'historique justement de la facturation. Mais en fait, l'équipe de Ops leur a demandé de pouvoir rajouter un load balancer, par-dessus, ce qui fait que ça a rajouté un peu plus de coûts avec la partie, notamment auto-scaling, tout ça avec l'augmentation du trafic et avec les tests. Et puis il y a eu l'équipe de sécurité qui lui a demandé de rajouter une authentification, de rajouter un certificat, SSL pour pouvoir protéger justement le trafic, in transit. Et puis, demander aussi d'avoir, un peu plus de protection, pour pouvoir respecter les politiques internes en rajoutant, un CDN, un WAF, aussi chiffrer les données, rajouter aussi un secrets manager pour tout ce qui est credentials de base de données. Et puis pour s'assurer, d'avoir un plan de reprise d'activité, de pouvoir en fait, faire des snapshots, régulièrement, hein, sur Amazon S3. Qui a fait que du coup, ben, les coûts forcément, on va voir que ça a augmenté. Donc s'est dit, Alice, si on était parti par exemple sur une architecture serverless, est-ce que du coup on aurait eu aussi, des enfin un impact sur les coûts, où on aurait,
Du coup, peu repos est-ce qu'on ou est-ce que du coup les coûts seraient moindres? Effectivement, hein, si on est sur du full serverless, hein, forcément la facturation va être faite à la demande, donc on paye pas, des serveurs à ne rien faire. Donc effectivement sur cette partie-là, donc ou qui répond aux besoins métiers, là comme ça en fait ça répond aux besoins métiers. Donc lorsque l'utilisateur va venir, ben forcément, ben du coup il aura en fait, la réponse à sa requête. Par contre, pour des besoins aussi comme l'exemple précédent, pour des besoins de sécurité et voilà, de sécurité et d'opérationnel, ben, il y a besoin quand même d'avoir un cer de respecter certaines règles de sécurité pour pouvoir s'assurer que que notre, hem, que notre architecture reste résiliente, performante et opérationnelle et maintenable, quoi, et sécurisée. Et c'est ce qu'on appelle du coup, ben, tout l'objectif de la présentation, la réalité du mythe, quoi. Parce qu'effectivement, hein, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on demande à un développeur d'estimer, une fonctionnalité, il va prendre en compte uniquement ce qu'il voit lui, donc tout ce qui va concerner la partie les services qui répondent à un besoin métier. Mais par contre, la réalité, c'est vraiment tout ce qui va transiter autour, hein, qui va venir justement, embellir l'architecture de tout ce qui est service opérationnel, de sécurité, de disaster recovery qui sont nécessaires, mais qui sont réels, qui sont nécessaires, quoi. Et un point qui est important aussi à prendre en compte, c'est qu'en étant plus du coup on va vers le serverless et moins du coup on aura, de serveurs à gérer et du coup, moins de temps en fait on passera à opérer, ces applicatifs-là et dans l'objectif de pouvoir, se concentrer sur la partie métier. Donc la partie métier, c'est ce qui est censé apporter de l'argent à l'entreprise. Donc voilà, donc plus on va vers l'abstraction et mieux on pourra se concentrer sur le métier, on mettra tout notre effort dessus et on laisse du coup la partie, heu tout ce qui va concerner la gestion des serveurs, des OS, tout ça, au cloud provider qui sait le faire, qui sait bien le gérer lui-même, et du coup, on n'a plus à s'en charger et on va concentrer toute notre, énergie sur la partie métier. Donc on a ça sur AWS, on a aussi la même chose, sur GCP et aussi sur les autres cloud providers. Donc il y aura en fait des coûts, forcément qui seront nécessaires pour tout ce qui va concerner la sécurité, et la compliance, donc tout ce qui va être audit, chiffrement, les outils tiers qu'on va devoir utiliser pour pouvoir répondre à certains besoins qui ne sont pas supportés, par exemple par le cloud provider. Donc ce sera toujours des coûts nécessaires et en fait, c'est des services nécessaires qui vont vous éviter, par exemple, si vous avez, des clés de compte de service, hein, de perdre justement le contrôle dessus et que du coup, par la suite, vous pouvez vous retrouver avec des factures faramineuses parce que quelqu'un d'autre a utilisé justement, ce compte de service-là et qu'il y avait pas vous n'avez pas un outil permettant justement de désactiver automatiquement, c'est la clé de ce compte de service, hein, sur GCP. Voilà donc notamment par exemple First City, quoi. Ensuite, la partie disaster recovery, hein, donc la partie disaster recovery est très, très, très importante, hein, donc on l'a bien vu, on a bien vu en fait comme, les clients justement, qui du malheureux incident d'OVH, hein, qui n'avaient pas justement de sauvegarde et qui du coup, se sont retrouvés, hein, sans accès à leurs données, hein, pendant un certain temps, parce que justement ils n'avaient pas fait en sorte d'avoir ces sauvegardes-là, hein, sur une zone différente. Même si ces clients étaient sur, un autre cloud provider, sont sur AWS ou sur GCP ou Azure ou n'importe lequel et qu'ils avaient, du coup leurs données sur une seule zone et qu'ils avaient sauvegardé justement leur backup sur la même zone, hein, sur la même zone, ben, du coup, si la zone tombait, eh ben, le cloud provider, ben, du coup, va pas vous fournir, en fait, vos backups parce que la zone est tombée. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir, en fait, toujours sauvegarder dans une autre région ces backups au mieux ou dans une autre zone et s'assurer, hein. Donc, faire des snapshots, pour voir cela et ne pas hésiter à utiliser les services managés, pour pouvoir y arriver. Les coûts aussi des outils, les coûts justement des outils DevOps, hein, donc forcément tout ce qui va concerner la partie outillage, ben, du coup on va devoir investir dessus et avoir des coûts supplémentaires pour pouvoir s'assurer que les environnements sont bien homogènes lorsqu'on va déployer, via nos outils, DevOps. Donc il est important justement, c'est des coûts nécessaires pour la partie DevOps. Et puis il y a les coûts, non prédictibles, hein, ça c'est surtout ce qui va concerner les coûts, du network, hein.
qu'on n'est pas capable à l'avance d'estimer. Donc c'est tous les crowd zones, les coûts en fait de trafic entre les régions, entre les comptes, entre les différentes plateformes, c'est-à-dire pendant les différents clouds. Et puis voilà, et puis tout ce qui va concerner l'ingress, quoi. Il y a aussi les erreurs humaines qui peuvent arriver. Il peut arriver qu'un développeur, si par exemple il n'y a pas des tests unitaires, là on voit vraiment l'usage du test unitaire où il va faire une boucle infinie qui va faire que ça va stocker même si ça stocke 500 kilooctets en fait, en boucle, bah, ça peut très rapidement monter en térabytes sans qu'on le remarque, hein. Donc c'est pour ça que aussi il y a besoin de mettre des alertes aussi sur le billing, donc il y a des fonctionnalités chez certains cloud providers en mode anomaly detection, pouvoir détecter les anomalies, remonter des alertes, c'est quelque chose qui est pas normal. Une mauvaise architecture aussi peut conduire justement à des surcoûts et même à des erreurs, plutôt à des coûts, non prédictibles et puis les accidents, certains oublient de d'enlever, justement les clés, c'est les access keys, par exemple, ou les clés de compte de service, hein, de GCP, ils peuvent les balancer en fait sur un repo GitHub et du coup, il y a des bots qui tournent et qui reprennent en fait, heu, qui cherchent, qui traquent justement ces access keys pour pouvoir en fait hem, pouvoir miner par exemple du coin et cetera. Ensuite, on a d'autres types de coûts opérationnels, hein, donc les requests, data stored, là, donc tout ce qu'on va stocker, tout ce qu'on va récupérer, donc on peut pas savoir à l'avance combien on en aura. Et puis, forcément, il y a aussi les outils open source, hein, donc là, on parle pas de DevOps, mais moi, en général, des outils open source dont on a besoin pour répondre à un besoin métier. Heu, un métier, à titre d'exemple, donc des images Docker qu'on va récupérer, enfin des licences commerciales, donc ceux-là, ils vont exiger d'avoir tant de coûts obligatoires, c'est-à-dire tant de configuration en coût quel est le type d'instance qui est nécessaire pour faire tourner, leur application et à ce moment-là, on n'a pas trop de manœuvres d'optimisation, donc on subit, les coûts qui sont imposés par l'outil et aussi par le si le l'application n'est pas leur application n'est pas très bien optimisée, donc peut-être pas très performante, à ce moment-là, ça va consommer énormément de coûts, par exemple du trafic réseau, quoi. Ensuite, bien sûr, on a les coûts estimables, hein, tant mieux quand on a certains coûts estimables, donc tout ce qui est, qui vont être liés, à la partie, compute, à tout ce qui est, la partie storage aussi, on sait à l'avance que si on stocke, tant de data, enfin, on sait à l'avance combien ça va nous coûter. On a aussi la partie aussi qui est importante, c'est la topologie réseau, hein. Le choix d'une bonne topologie réseau va faire que du coup, ça va nous éviter, par la suite de devoir en fait redéplacer des ressources d'un network à un autre. Donc c'est très important de bien choisir, sa topologie réseau parce que justement déplacer, des ressources d'un VP d'un private network vers un autre, hein, il va falloir du coup par exemple, à ce moment-là, bah, pour l'avoir vu, hein, ça va falloir du coup faire des backups de ces ressources, faire de la réplication de données, hein, surtout si on ne veut pas avoir de downtime et tout ça. Donc, c'est pas si simple de déplacer des ressources d'un VPC à un autre et du coup, ça va coûter, beaucoup d'argent pour pouvoir le faire, pour, 0, business value, quoi. On a ensuite des coûts, ben, qu'on peut estimer à l'avance, hein. On sait, du coup, par exemple, tous les outils qui vont être autour de l'IA, qui vont être autour, de l'IoT, et cetera. On sait à l'avance combien, enfin c'est fixe, il y a pas de coût caché en réalité. Ça on sait que si on fait 1000 requêtes, ça va nous coûter tant. Il y a pas de coûts qui peuvent arriver derrière de network, de disques, et cetera. Donc c'est vraiment clair, la facturation est claire pour eux. Aussi gagner du temps et de l'argent, notamment en utilisant, du coup les services managés au maximum, donc tout ce qui va concerner la containerisation et le serverless, hein. Parce que forcément, si on plus on va vers du serverless, moins on va gérer d'infrastructures et du coup, moins on sollicitera des personnes pour pouvoir le faire et du coup, par la suite, ils vont pouvoir se concentrer sur le métier. Et si on veut réduire les coûts réseau, ben, il y a pas mieux aujourd'hui que les connexions dédiées, hein. C'est le seul moyen de pouvoir réduire les coûts, network en plus des optimisations des applicatifs. Le choix du type d'architecture applicatif, il peut aussi influencer, du coup sur les coûts. Donc bien choisir de quelle façon on va pouvoir communiquer entre les différentes applications. Donc c'est important de pouvoir bien architecturer la partie software. Utiliser les CDN, ben, pour tout ce qui est, données dupliquées, tout ça, c'est important d'avoir un CDN pour s'éviter, même pour des raisons de performance, hein, pour s'éviter des coûts supplémentaires. Par la suite, de devoir reprocesser à chaque fois, au niveau du back-end, la même information, donc le CDN est très, très important.
Le cycle de vie, ben, classique, hein, le cycle de vie de tout ce qui est storage, qui sont nécessaires, hein, pour pouvoir s'assurer, notamment aussi les backups, on veut que ce soit sur de l'archive, là où, par exemple, certaines images, qui vont pas être très accessibles ou certaines vidéos, ben, on peut les mettre, en fait, sur, sur du nearline, du stockage, par exemple, qui va rester, par exemple, qui va pas être accessible pendant un certain temps. Ce qui fait qu'on peut mettre un lifecycle automatique pour pouvoir gérer, justement ce déplacement de ressources entre les différentes catégories de storage. Et puis il y a et puis forcément il y a les discounts, dès qu'on est sur de l'EC de plutôt des VM, si on travaille sur des VM ou sur des services qui se basent sur des VM, le la partie discount est très intéressante, hein, sur le long terme. Si on est sûr justement qu'on va pas maudit que l'application fonctionne très bien, on n'a pas besoin d'aller, d'aller sur d'autres types, de d'autres types, enfin de d'autres, niveaux, niveaux de service. Et puis il y a la partie infrastructure as code. Infrastructure as code, donc c'est important, donc ça va pas vous sauvegarder de l'argent, mais ça va vous éviter des erreurs humaines qui pourraient effectivement, induire enfin créer des coûts, supplémentaires, notamment humains, mais aussi ça vous permet de plus surtout en tout cas, de pouvoir sauvegarder du temps, et de vous éviter de devoir chercher qu'est-ce qui a été, déployé sur chaque environnement, et de s'assurer par la suite du coup d'avoir des environnements homogènes. Voilà, donc en conclusion, du coup, si vous avez des applications métiers, utiles d'utiliser au maximum, les fonctions, tout ce qui est fonctionnalité serverless, service serverless, notamment si vous êtes sur du from scratch, allez directement sur du serverless sans et éviter au maximum d'utiliser, d'aller vers de l'infrastructure. Ou sinon descendre au minimum quoi, sur du PaaS, hein, sur du PaaS, par la suite. Éviter pour éviter aussi la partie AG la enfin le éviter de devoir utiliser de l'infrastructure. Et pour tout ce qui est outils, donc tout ce qui est pas métier, voilà, tout ce qui est pas métier, donc où on n'a pas vraiment, besoin d'être, vendeur, enfin d'éviter un vendor locking, essayer d'utiliser au maximum les services managés. Il y a pas mieux que les services managés pour répondre à des besoins, non métiers. Allez-y à fond dessus, quoi. Et si par exemple un service managé n'est pas proposé, ben, vous pouvez aller sur du container, hein, du container pour pouvoir, déployer votre outil. Voilà, donc on a terminé. Là, c'est juste pour pouvoir, enfin, vous faire réfléchir par la suite par rapport à ce que je vais vous montrer ici. Donc on avait les coûts obligatoires ici, ensuite on avait les coûts opérationnels. En réalité, l'idéal pour chaque développeur, mais pas seulement, même les architectes, hein, et tout le monde en fait au sein d'une organisation, vraiment c'est ce qu'on aurait vraiment, aimé avoir, ben, du coup, un outil qui permettrait plutôt que d'avoir cette facturation, d'avoir en fait le coût réel. C'est-à-dire, quelle est la fonctionnalité qui me coûte le plus cher? Et de cette façon, on est capable de dire, ben, au métier: «Ben, écoute, ta fonctionnalité là, c'est elle qui nous crée énormément de coûts. Alors que cette fonctionnalité, elle a plus de valeur, métier, mais par contre, elle me coûte moins cher». Donc voilà, et ce qui fait qu'on va avoir vraiment le coût réel parce qu'effectivement, quand on voit comme ça ici, on se dit: «Ah attention, Dataflow me coûte très cher» ou par exemple BigQuery me coûte très cher. Mais en réalité, celui qui crée le coût en fait. Donc la partie métier, c'est elle qui crée le coût et le réseau en fait, il transporte le coût en fait, il le déplace. Et si ce concept-là vous intéresse, ben en fait justement j'ai écrit un article, sur LinkedIn, hein, ibrand.ly, hein, LinkedIn-2, hein, sur lequel j'explique justement, qu'est-ce que c'est que ce concept-là. Voilà, et n'oubliez pas justement que si vous faites, que vous allez sur le cloud, ben, si vous faites aussi un lift and shift ou replatforming, vous allez aussi déplacer votre dette technique, et ce qui fait que, ben, du coup, vous allez vous retrouver avec plein de problèmes. Si vous voulez vraiment, éviter, éviter des surprises sur le cloud, essayez de bien séparer la partie métier des outillages et ne pas penser vendor locking sur l'ensemble justement, du cloud provider, et de profiter un maximum des services managés qui sont offerts par les cloud providers. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez des questions, par la suite, et si ça vous intéresse, j'ai écrit en fait un article donc qui réexplique, bah, tout ce que j'ai à parler avec un peu plus de détails. Parce que forcément, 45 minutes, ça ne suffit pas pour une, présentation. Voilà, je vous invite du coup à y aller, hein, si le sujet vous intéresse un peu plus ou si vous avez envie d'en savoir plus sur certains points. Voilà, merci.